Accord. Accord. Corps à corps. Permettez-moi, avant d'accueillir François Bousquet et Frédéric Sinclair, de revenir sur cette journée, je pense, très importante qui s'est déroulée entre hier, on peut prendre un petit peu d'avant-hier d'ailleurs aussi, et comprendre les tenants et les aboutissants, et pour tenter d'évaluer en effet ce qui peut réellement se passer derrière. Puisque la question finalement, alors qu'on voit la gauche s'organiser pour le Front populaire, c'est et si la France pouvait changer de visage, et si tout pouvait se bousculer. Vous vous rappelez que lors des élections européennes, 40% des Français ont voté pour un camp national. La carte bleu marine des votes par région est clairement éloquente. Seule l'Île-de-France est épargnée par cette vague bleue. Après cette première submersion, une deuxième plus importante pourrait avoir cours, alors qu'Emmanuel Macron a donc décidé de dissoudre l'Assemblée. Cette deuxième vague pourrait avoir cours s'il y a coalition du parti Rassemblement National, LR et Reconquête, promettant une majorité absolue à l'Assemblée et pourquoi pas un gouvernement de cohabitation. Et on a cru cette coalition possible entre le Rassemblement National, LR et Reconquête depuis quelques heures. Oui. Alors je vous rappelle qu'avant-hier, et vous avez passé ces extraits ici, Marion Maréchal rencontrait Jordan Bardella et Marine Le Pen en vue d'une alliance. Elle a dit « Un choix s'offre à moi ». Et elle expliquait, et je crois qu'on a l'extrait, on va l'écouter, Marion Maréchal qui explique justement ce qui est possible. Non, je crois qu'on finalement j'ai essayé de l'enlever d'ailleurs. Qui expliquait que c'était possible de discuter avec Jordan Bardella et avec pourquoi pas même DLR. Et puis à la sortie du bureau, Jordan Bardella affirme en effet qu'il y a des discussions avec des cadres des Républicains et puis avec toujours Marion Maréchal. Hier, et là ça se rapproche, mardi à 13h, Éric Ciotti, le président DLR, répond à la main tendue de Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il dit être prêt à créer un bloc national pour remporter le scrutin du 30 juin et des 7 juillet. Je vous propose d'écouter Éric Ciotti, président des Républicains sur TF1 hier. Donc nous avons besoin... Voilà. Donc on se dit quand on entend Éric Ciotti que finalement tout est possible. Le mur de Berlin est tombé, le cordon sanitaire s'effondre, tout est ouvert, la majorité absolue du camp national aux législatives avec, comme l'a suggéré Jérôme Sainte-Marie hier à notre antenne, un état de grâce après les élections. En tout cas, c'est lui qui y croit. Et si c'était vrai finalement, et si la France pouvait changer de visage soudainement, alors c'est l'attente. Et à 14h30, on apprend la rencontre prévue entre Éric Zemmour et Marion Maréchal est de nouveau décalée. C'est une information CNews. Et il paraît que c'est le troisième report. Les esprits commencent à s'échauffer. À 15h, Éric Zemmour annonce qu'il sera chez Christine Kelly à 19h pour évoquer son enthousiasme de voir la France réaliser enfin ce grand rassemblement. Donc potentiellement les choses, tout est encore possible. À 16h, stupeur et tremblement côté LR. Si Éric Ciotti n'aurait prévenu aucun cadre, explique Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Bruno Retailleau, suivi par une grosse colère de Gérard Larcher. Écoutez Bruno Retailleau. Pensez-vous qu'à un seul instant, à un seul moment, le président de notre parti nous ait confié quelque confidence que ce soit? Rien du tout. Rien du tout. Jusqu'à ce matin, c'est à travers les dépêches, à travers les alertes, que j'ai appris, je ne voulais pas y croire dans un premier temps, pendant ma réunion de groupe, que j'ai appris la décision que le chef du parti allait prendre, seul. Et il a menti. Il a donc menti, il nous a menti. Il a menti, il a pris sa décision seul. Nous n'étions pas au courant. Voilà les annonces de Bruno Retailleau sur LCI. Gérard Larcher qui demande et qui tweet « J'estime qu'il ne peut plus présider notre mouvement et doit se démettre de son mandat de président des Républicains ». Voilà ce que dit Gérard Larcher, le président du Sénat. À 16h toujours, Marion Maréchal publie un communiqué. Et là, c'est l'effondrement. Elle dit qu'elle n'a toujours pas rencontré Éric Zemmour, mais surtout que cette alliance avec le Rassemblement national n'est pas possible. Je vous cite un extrait. Alors que nous étions sur le point de finaliser un accord prévoyant la représentation de 1,4 million d'électeurs de Reconquête aux élections européennes dans une coalition législative, Jordan Bardella m'a informé cet après-midi d'un changement de position et du refus du Rassemblement national du principe même d'un accord. Il ne souhaite aucune association directe ou indirecte avec Éric Zemmour. Voilà ce que signe Marion Maréchal. On a l'impression que c'est la fin de l'histoire de cette grande alliance. À 19h, malgré tout, Éric Zemmour sur CNews balaye les arguments invoqués par le Rassemblement national. Il explique que les Français vivent un moment historique et qu'il a toujours souhaité, et bien sûr qu'il appelle encore de tous ses voeux cette alliance. Écoutez-le, interviewé par Christine Kelly hier.
Je n'ai jamais rien demandé depuis dimanche soir. Depuis que j'ai appelé à voter à une coalition, je n'ai rien demandé et je n'exige rien. Et là, je le répète ce soir, je ne demande rien pour moi. Absolument rien. Voilà, ça au moins c'est clair. Maintenant, je peux effectivement, nous avons des gens formidables à Reconquête. Nous avons des jeunes comme Stanislas Rigaud, qui est pétillant, intelligent, convaincu et sincère. Nous avons des gens de grande qualité. Nous pouvons participer à ce grand rassemblement. Et pour finir, Jordan Bardella sur France 2, à 20h30, lui confirme l'accord entre le Rassemblement national et les Républicains. Encore une fois, c'est historique. Mais pour le moment, pas question de parler de reconquête. On écoute Jordan Bardella. Pour redresser notre pays et pour mettre fin à la situation de désordre sécuritaire, migratoire et budgétaire dans laquelle nous fait plonger Emmanuel Macron. Je me félicite qu'Éric Ciotti ait répondu favorablement à cet appel et je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives entre le Rassemblement national que je préside et que je conduis, les Républicains, et il y aura un certain nombre de députés des Républicains sortants ou investis qui seront soutenus par le Rassemblement national. Et voilà donc la fin de la folle histoire de cette journée d'hier où nous vivions un moment politique important malgré tout. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il faut le dire. Et on a cru peut-être que quelque chose pouvait se passer pour changer radicalement la face de la France et notamment cette potentielle cohabitation et cette potentielle assemblée à la majorité absolue. Pour en parler, pour comprendre des tenants et des aboutissants, et puis aussi peut-être si c'est la fin du parti Reconquête ou la fin des LR, on va en reparler. Eh bien, je suis très heureuse d'analyser tout ça avec François Bousquet et Frédéric Sinclair. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être ici avec nous, rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de cette librairie, la nouvelle librairie qui pour le moment est mise entre parenthèses. J'ai le temps peut-être de retrouver. Mais perdure les éditions. Bien sûr. Et qui édite entre autres Frédéric Sinclair. Tout à fait. Et ça me permet d'accueillir Frédéric Sinclair. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivain, politiste, ancien conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin et auteur dernièrement de ce livre « L'extrême droite expliquée à Marie Chantal » aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, François Bousquet, pour commencer, je voulais vous demander quel est votre premier sentiment sur cette folle journée d'hier, avant d'aller analyser ce qui peut encore se faire et ce qui ne se fera pas. Cette folle journée d'hier a éclipsé l'événement central. L'événement central, c'est dimanche soir à 20h. Oui. La tectonique des plaques, c'est à ce moment-là qu'elle se déplace. La lame de fond est là. Hier, c'est l'écume. Alors certes, c'est du théâtre de boulevard, du rebondissement, c'est haletant. On est pris toute la journée par des changements de cap à 180 degrés. On l'a vu pour l'alliance entre Reconquête, Marion Maréchal et le Rassemblement national. Donc on va voir, on en sera plus dimanche soir. Qui va faire alliance avec qui ? Oui, de fait, l'alliance voulue par Bruno Maigret dans le cadre du Front National, pas du mouvement national républicain dans les années 90, qui avait été sabordé par Jean-Marie Le Pen très largement, pas que par le Front républicain. Le RN est en train de la mettre en place. Il n'y a pas de perspective de pouvoir sans alliance pour ce parti-là. Cela étant dit, l'important étant la lame de fond et pas l'écume, la lame de fond laisse présupposer que le RN peut obtenir une majorité relative ou absolue seul. J'en suis à peu près convaincu. Ah oui. J'entendais la phrase de Jérôme Sainte-Marie sur vos antennes hier d'état de grâce. Oui, il y a un état de grâce. C'est un parti qui monte en puissance mois après mois, année après année. C'était une minorité de blocage colossale, 41% au deuxième tour de la présidentielle. Il y a eu, à la suite de quoi, il y a eu les législatives il y a 2 ans. On ne pensait pas. Le RN était le dernier parti qui pouvait se projeter, conquérir le Parlement. Or, il est en mesure, en position, en situation de le conquérir. Moi, je crois que le RN n'a pas besoin d'alliance. Ah oui. Il faut qu'il ait une alliance. Vous ne pensez pas qu'il a besoin d'alliance? Parce que je rappelle quand même que de l'autre côté, il y a un Front populaire. C'est du vent. Le Front populaire, c'est du vent. Enfin, c'est du vent, mais c'est concret. Il y a des alliances qui fonctionnent et eux, comme on le sait, eux réussissent bien à tenir leurs alliances. Oui, parce qu'il n'y a pas d'ennemis à gauche, alors que la stratégie Union des droites est très problématique. Elle ne peut fonctionner avec les LR, entre autres. On a vu le recul du RN sur la question des retraites, qu'à la condition d'exclure la question sociale. Or, la question sociale est un des 2 paramètres fondamentaux du vote en faveur du RN. Il y a la sécurité
l'insécurité culturelle et l'insécurité sociale. Les deux s'articulent. L'un ne va pas sans l'autre. Le cœur nucléaire des ressorts du vote en faveur du RN, c'est l'articulation des deux. Donc l'union des droites présuppose d'évacuer cette question sociale et de tout faire reposer sur ce que Patrick Buisson appelait le capital immatériel commun entre les LR, Reconquête et le RN. Oui. Mais qui me semble problématique. Un mot sur... Donc ça ne tient pas finalement. Sur le Front populaire, c'est de la même manière que le Front républicain est un affront à la République. Le Front populaire est un affront au peuple. Il y a un seul Front populaire en France, c'est le Front populiste. Le Front populiste, aujourd'hui, c'est le RN, seulement le RN. Le Front populaire, c'est un front sans le peuple. D'où le peuple a été exclu. Quand on regarde et on analyse l'électorat d'Europe Écologie Les Verts, des mélenchonistes, en gros de la NUPES, fondamentalement, c'est du clientélisme. Le clientélisme ne peut pas conduire ce parti au pouvoir. Moi, j'y crois pas. Élysée, moi, Premier ministre en 2022, a échoué. Ça fait plus de 100 Malgré députés. l'abstention. On sait que le clientélisme marche mieux quand l'abstention est forte. Mais d'abord, il y a moins d'abstention. Alors, évidemment, c'est marginal. Oui. Et je pense que là, on est vraiment sur un effet de souffle. Il n'y a pas de raison que cette lame de fond, ce grand courant souterrain, se brise net. C'est pas possible qu'il se brise net. Le RN était too big to fail il y a 2 ans, quand Marine fait 41%, 13 millions de voix. En effet, il y a 13 millions d'abstentionnistes ou de votes blancs à côté. Donc ça fait 26 millions de personnes qui sont contre Macron dans l'absolu. Mais là, il y en a un petit peu moins. Et puis surtout, le Front National offre enfin à ses électeurs une perspective de pouvoir. Jusqu'à présent, elle était lointaine. Elle était inatteignable. Depuis les législatives de 2022, de mai-juin 2022, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, la perspective de pouvoir est enfin atteignable. Oui. Donc ça change le Alors, le quel rapport pouvoir, c'est aussi une question qu'on va poser, que j'ai posée à Jérôme Sainte-Marie hier, mais j'ai hâte de vous entendre tous les deux là-dessus. Frédéric Sinclair, donc je me retourne vers vous d'abord avant de poser la question du pouvoir et de quel pouvoir va pouvoir exercer éventuellement le Rassemblement national si il y a cette deuxième lame de fond qui se déroule lors des législatives. Mais d'abord, quel est votre sentiment sur cette journée d'hier qui a annoncé l'ouverture à une alliance des droites, LR et Reconquête avec le Rassemblement national? Alors, je vais rejoindre François sur le point de départ. La journée commence dimanche soir en fait à 21h. C'est-à-dire que la clé, c'est la dissolution. Une dissolution qui a été énormément critiquée par la classe médiatique. Le système médiatique, en réalité, s'est rebiffé pour des raisons qui sont différentes. À droite, parce qu'ils considèrent le RN comme le parti des ploucs, et à gauche, parce qu'ils considèrent le RN comme le parti des fachos. Et donc, dans les deux cas, les journalistes bontins, les commentateurs, les observateurs bien en place, qui sont pour certains des amis, des collègues, etc. Donc, je pense qu'ils commettent une faute. C'est-à-dire la faute qu'ils commettent, c'est que leur crainte et leur jugement moral sur ce qu'est le Rassemblement national outrepassent leur jugement politique. Je pense qu'il y a une crise de l'intelligence politique aujourd'hui que nous traversons collectivement, qui nous empêche de regarder les éléments tels qu'ils s'offrent à voir. Alors, quels sont ces éléments justement qu'il faut... une réponse à l'asphyxie du corps politique. Il y a une asphyxie du corps politique, c'est-à-dire que la crise que nous traversons, c'est une crise qui ronge le corps politique. Les Français n'en peuvent plus de cette continuelle action morale du camp macroniste, on va dire, donc de la majorité présidentielle, qui échoue dans les faits année après année, et qui continue de dire qu'elle est la seule alternative. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer de faire croire au peuple que c'est moi ou le chaos, ça tient plus ça. Donc le moment où Emmanuel Macron, qui n'est pas un stratège, qui n'est pas un philosophe du politique, qui est juste un tacticien, occupé du premier corps du roi, c'est-à-dire le sien, et ne se souciant pas du second corps du roi, c'est-à-dire le corps politique. Il ne pense qu'à lui, mais c'est pas parce qu'on est égoïste, narcissique et habile tacticien qu'on ne peut pas, dans un coup tactique, faire profiter finalement d'un seul coup les deux corps du roi. Il fait les choses par égoïsme, mais ça profite au corps politique. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir et ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Le peuple va profiter
d'un moment de crise. Alors ça a été très psychologisé depuis 2 jours, l'action d'Emmanuel Macron, mais le corps politique profite de ça, et l'état de grâce auquel faisait référence François Bousquet, c'est exactement ça, c'est-à-dire il est né de ça, d'un élan d'espoir de cette partie du peuple qui se sent méprisée, déclassée, qu'on rejette soit chez les ploucs, soit chez les fachos, qui se dit mais punaise, d'un coup, alors qu'on s'attendait à partir en vacances avec simplement la victoire du Rassemblement national aux européennes, on va peut-être changer de monde, et donc ce possible espoir, la possible réalisation de cet espoir, en réalité, transforme les choses et crée cet état de grâce. À partir de là, il faut faire de la politique claire, nette et précise. Il y a aujourd'hui 3 blocs. En France, c'est vrai au niveau politique et partisan, c'est vrai au niveau idéologique. Il y a globalement un bloc illibéral de gauche, c'est le bloc qui devrait normalement se rallier derrière la France insoumise. La France insoumise reste le parti de gauche le plus structuré intellectuellement et de loin le meilleur et le plus ancré dans le 21e siècle. Les autres sont en retard. Le Parti communiste, le PS, ELV sont en retard sur la France insoumise. Ils vont mettre du temps à comprendre que Jean-Luc Mélenchon a 2 coups d'avance sur eux. Un jour, ils vont comprendre. On peut ne pas être d'accord avec cette gauche-là, très bien, mais la gauche, c'est ça. Il faut juste l'accepter. On n'est pas là pour juger moralement ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Enfin, on peut le faire à titre personnel, mais en tout cas, moi, je suis politologue. Donc, le but du jeu, c'est de comprendre qu'est-ce qu'est la gauche. La gauche, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, basta. On le voit aux États-Unis, on le voit partout en Occident. Bref, face à ça, on a un bloc central qui est un bloc globalement social-libéral, agrégé autour d'Emmanuel Macron, qui n'est plus en capacité, à cause de sa structure politique, de répondre aux défis du présent. On le voit sur le régalien, mais on le voit aussi sur l'économique, 1000 milliards de dettes. Bref, les Français n'en peuvent plus. On a tendance à analyser les choses simplement en termes de capacité politique, c'est-à-dire d'intelligence politique des responsables. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont au niveau de ce qu'on attend? Non, ils ne le sont pas vraiment, mais leur idéologie ne l'est pas non plus, c'est-à-dire le libéralisme est à bout de souffle actuellement, et c'est pour ça qu'au niveau géopolitique, la Chine, la Russie, les BRICS commencent à émerger, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des alternatives à l'option libérale qui sont en train de s'ancrer dans les faits. Et même au sein de l'Union européenne. Exactement, et au sein de l'Union européenne, c'est exactement la même chose. Et il y a une fracture qui est en train de se nouer et qui montre que cette alternative-là, elle est en train de toucher de plus en plus de gens. Les libéraux résistent, ils essayent on va dire, la classe bourgeoise résiste, elle est en train d'essayer de préserver son précaré, mais tout s'effondre peu à peu. Face à ça, on a un autre groupe illibéral, en tout cas qui se voudrait illibéral, parce que l'illibéralisme de droite est quand même assez peu pensé, en tout cas au sein du Rassemblement national et même plus largement dans la société civile. Il y a un vrai chantier qui est en train de se créer. Et là, il faut bien comprendre ce qui se joue. Premièrement, le Rassemblement national, comme le disait François Bousquet, a les moyens de fabriquer une majorité, qu'elle soit relative ou qu'elle soit absolue. Ça ne veut pas dire qu'il l'aura. Hein. Il peut très bien avoir un échec patent et il se retrouve avec 122 députés au lieu de 89 et ça ne marche pas. Mais on peut parier aujourd'hui sur le fait qu'une majorité à plus de 289 est envisageable. Je crois que Marc Vanguard a fait sur les réseaux sociaux quelques modélisations et il dit que ça lui semble raisonnable. Globalement, les instituts de sondage abondent à peu près dans le même sens. Ils ne savent pas trop, mais on sait que l'important étant le premier tour, on peut avoir une projection assez importante pour le Rassemblement national au premier tour. Deuxième chose, j'entends beaucoup de stratèges, en tout cas se définissent comme tels de la droite, qui déplorent le bloc des gauches en disant « Ouh là là, la gauche est rassemblée, c'est terrible, ça va amputer les capacités du Rassemblement national à accéder au pouvoir. » Mais c'est tout l'inverse, les amis. C'est tout l'inverse, les amis. S'il n'y a pas de bloc des gauches, à ce moment-là, il n'y a personne dans certaines circonscriptions pour s'opposer à Macron, qui sera en recul, mais qui sera là tout de même. Et à partir du moment où, au deuxième tour, on a Emmanuel Macron face au Rassemblement national, on connaît la mécanique, on l'a eu en 2022 au moment de la présidentielle, toute la gauche appelle à voter Macron. Et à ce moment-là, le Rassemblement national est minoritaire. Mais par contre, s'il y a un bloc des gauches, tout le monde vote à gauche, et à ce moment-là, Macron peut être mis en minorité et troisième. Et à ce moment-là, dans une alternative Mélenchon-Le Pen, la bourgeoisie macroniste vote Le Pen. Parce qu'elle ne veut pas de Mélenchon. Potentiellement, ce bloc des gauches est une aubaine pour
Emmanuel Macron. La dernière chose sur laquelle je voudrais m'attarder 2 secondes, c'est Éric Ciotti. Oui. Éric Ciotti, aujourd'hui, hier, a lancé un énorme pavé dans la mare, celui d'une possible alliance avec le Rassemblement national. Oui. Là, on a le grand sujet de la décennie, j'allais dire. Oui. C'est-à-dire que ce qui s'est noué hier, en fait, c'est que le début. Éric Zemmour avait commencé à essayer d'effacer cette ligne. Alors, il l'a fait très, très maladroitement en ravivant les Pétain, les Mengele, etc. pendant la campagne présidentielle. On a vu un Éric Zemmour beaucoup moins doué, finalement, que ce qu'on aurait pu croire, beaucoup moins stratège. Intello de salon, certes, mais pas trop stratège politique. Et donc, il s'est planté lamentablement. En revanche, ça ne veut pas dire que l'initiative qu'il avait prise était mauvaise. Ce cordon, qui est une fake news, enfin, je veux dire, c'est une mystification, doit être coupé. Il n'y a pas structurellement déjà de lien entre les Waffen-SS et le Rassemblement national. Il faut quand même, à un moment, prendre entre 4 yeux les gens qui disent ça et leur répondre, écoutez-moi bien, à partir du moment où on étudie la pensée de quelqu'un, de Marx, de Schmitt, on est obligé, depuis Althusser, d'essayer de cibler ce qu'on appelle les coupures épistémologiques. C'est-à-dire que si vous dites qu'il y a une continuité de la pensée, vous devez le prouver. Vous ne pouvez pas balancer des trucs comme ça en l'air et faire comme si c'était une évidence. On ne peut pas faire ça. Donc s'il y a une continuité idéologique entre les Waffen-SS, la division Charlemagne et le Rassemblement national 2024, il faut que vous soyez capable de l'établir. Il faut un bouquin de 400 pages. Si vous n'avez pas ça dans les mains, vous la fermez. Pardon de le dire de façon un peu triviale, mais c'est ça le sujet. En réalité, ils parlent tous de choses qu'ils ne comprennent pas. Bien sûr. Et donc là, on a un vrai sujet. Donc globalement, pour faire court, Éric Ciotti a lancé un pavé dans la mare. Son entourage est incapable d'accepter l'idée parce qu'ils croient à leur mythe, véritablement. Vous croyez, est-ce qu'ils y croient ou est-ce qu'ils croient à leur gamelle ? Alors, les deux. Mais ce n'est pas incompatible. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir un intérêt personnel et en plus être obsédé par un mythe auquel on croit résolument. Et je pense que l'électorat bourgeois et les notables qui entourent Éric Ciotti, ils croient. Toute la question aujourd'hui va être de briser petit à petit, de continuer de briser ce mythe qui n'a honnêtement plus aucune pertinence politique. Oui, mais donc on revient sur votre dernier mot, sur le fait que la journée d'hier était malgré tout historique. Vous êtes tous les deux, vous dites le début de l'histoire a commencé avec ces élections européennes et vous avez bien raison de le rappeler. Mais finalement, nous avons quand même vécu hier avec cette annonce que je vous ai fait entendre d'Éric Ciotti et la confirmation de Jordan Bardella. Un moment historique où finalement vous avez dit c'est le moment de la décennie où on voit le fameux cordon sanitaire, le fameux piège mitterrandien, on va revenir là-dessus, François Bousquet, s'effondrer. Mais le cordon sanitaire, il a implosé déjà. Il a été coupé lors du 2e tour des législatives de 2022, où il y a eu un report de voix colossal, pas seulement de Z et de reconquête vers les candidats. Mais c'était pas institutionnel. C'était pas institutionnel, j'en conviens. Simplement, ce processus d'implosion des LR est d'abord très antérieur à l'implosion de reconquête. Il a commencé en 2017. Hein. Macron a totalement siphonné l'aile gauche des LR, les Le Maire, les Darmanin, etc., les Édouard Philippe. Hein. Macron a prouvé que les LR étaient fongibles dans le macronisme, et Ciotti est en train de prouver que les LR sont fongibles dans le lepénisme. Donc c'est la fin des LR. Donc c'est la fin des LR. Simplement, la fin d'un parti politique se fait très très lentement. C'est comme les étoiles. Elles brillent d'autant plus qu'elles sont éteintes. Hein. Alors je ne sais pas si ça s'appellerait LR étoile, vous voyez. Non, mais c'est tout sauf une étoile. Simplement, les LR, en théorie de l'évolution, c'est un caractère inutile. Hein. Un caractère inutile en théorie de l'évolution, c'est un caractère qui dit vestigial. C'est formé sur le radical de vestige. Hein. C'est-à-dire, c'est l'appendice intestinal ou le coccyx, hein, qui est l'équeux. Chez le singe, le reliquat de la queue, c'est notre coccyx. Hein. Donc, c'est ce que est devenu les LR. Hein. Associé à ça, c'est un parti d'élus, de notables, de baronnies, de sénateurs. Hein. Donc, c'est un parti qui va perdurer. Mais les LR sont structurellement morts. Hein. Mais, pardon, mais comment il va perdurer là ? Attendez, on a Éric Ciotti qui annonce en gros qu'il se rallie au RN et que, comme vous l'avez dit, ils sont fonds. Je veux dire, les candidats LR, moi je pense qu'ils ont raison. Ils auraient dû choisir la gamelle. Hein, Laurent Wauquiez, moi Buisson me disait toujours, parce que ça a été un des Buisson Boys, Laurent Wauquiez, que c'était quelqu'un qui procrastinait. C'est le plus intelligent de sa génération. Major de l'ENA, premier, je crois, à l'agrégation d'histoire, normalien, brillantissime. Mais il ne franchira jamais le Rubicon. Ciotti était sa créature et sa créature
candidature en train de lui échapper. Parce qu'elle ne va pas seulement à la gamelle, enfin, elle va aussi d'abord à la gamelle. Oui, Vauquier, peut-être le rappeler aussi. Si là on dit sauver la France, c'est de la tambouille. Mais cela étant dit, il y a des dynamiques. L'important, c'est dimanche soir. Il y a des dynamiques électorales qui ne seront pas réversibles. La dynamique du RN n'est pas réversible. Mais en fait, ce que vous la êtes lame en train de fond de dire, du RN n'est pas réversible. En fait, vous nous dites que la baronnie LR et la baronnie Reconquête, ou peu importe, en fait, les barons ne font que suivre une dynamique qui s'installe malgré eux. Mais on a plus de 30% des Français qui ont choisi une liste et un candidat dont du matin au soir. On leur dit qu'il est d'extrême droite, qu'il est nazi, fasciste, comme le rappelait Frédéric Sinclair. Donc, ces gens-là ont transgressé la ligne rouge. Ils sont de plus en plus nombreux à la transgresser. C'est le peuple central. On ne le connaît absolument pas, ce peuple. Oui, mais jusqu'à maintenant, il y avait une distinction entre le peuple, ce que pensait le peuple, ce que votait le peuple, et puis, comme vous dites, la baronnie ou l'élite qui, elle, mais parce qu'il est apparu autrement. Il est apparu clairement. Il y avait un autre discours. Il est apparu clairement à tout le monde dimanche soir que la dynamique du RN, en l'état, est insubmersible. Parce qu'elle est productrice d'espérance, d'alternance, de renouvellement. Le peuple qui est muselé... On va parler du renouvellement de l'espérance. On le connaît pas, ce peuple. Ça en est presque fascinant. C'est mon métier presque, c'est de faire des enquêtes, de produire des enquêtes sur la sociologie du RN. On ne le connaît absolument pas. C'est une terra incognita sur les plateaux de télévision parisiens, entre autres. Parce qu'on traverse la France en TGV, pas en TER. Parce qu'on passe par les autoroutes et non pas par les départementales. Donc c'est un angle mort complet. Or, ce peuple-là est sorti du bois. Il est sorti du bois massivement. Ça va avoir des effets contagieux. On passe, je le redis, de Marine à 41%, ce qui est colossal, c'est 13 millions. Mais là, on est à plus de 30%. C'est la première fois depuis Simone Veil. On n'est qu'au début d'une aventure. Donc l'alternance est en train de se mettre en place. Donc les gens, les LR... Pour vous, c'est le retour du peuple, ce qu'on est en train de vivre ou pas ? Écoutez, on est tous schizophrènes. Et moi, le premier, sur la question du peuple. Le peuple a tellement été déculturé, tellement été acculturé. La sociologie des prénoms américaine. Dans cette France périphérique, quand on fête un anniversaire, on le fête au Buffalo Grill. Les travaux de Fourquet sont fascinants. On a été gallo-ricanisés. Mais ils n'en demeurent pas moins. Ce sont néanmoins des Gaulois réfractaires. Ils l'ont prouvé dimanche soir, en faisant des choix contre toutes les prescriptions des prescripteurs d'opinion ou des dealers d'opinion médiatiques. Donc oui, je pense que ce peuple central, majoritaire, qui est muselé, bâillonné, qui est privé de reconnaissance, de politique de reconnaissance depuis 20 ans, 30 ans, puisque toutes les politiques d'inclusion se font à l'exclusion du peuple majoritaire, eh bien ce peuple est en train de refaire peuple. Je crois que c'est Julien Binda qui disait « L'Angleterre a toujours été sauvée par ses élites, la France a toujours été sauvée par son peuple. » De deux choses l'une, où on fait le pari que ce peuple est mort, c'est ce que faisait par exemple Patrick Buisson, dont j'étais proche, la question n'est pas là, mais Patrick Buisson faisait le pari que ce peuple était mort anthropologiquement, culturellement, historiquement, et qu'il était devenu... pas gallo-ricanisé, totalement américanisé. Eh bien, ça n'est pas vrai. Manifestement, ça n'est pas vrai. Il a beau s'appeler Kevin, et Jordan est en train de venger, les Kevin et les Jordan. La sociologie de ce prénom. Il a beau célébrer le début, c'est la mort de Johnny Hallyday, le Working Class Hero, qui annonce les Gilets jaunes. 1 million de Français, place de la Madeleine, qui rentrent par effraction dans l'actualité. On ne les a jamais vus, on ne les voit pas. La France périphérique, qui est la France centrale, qui est la France majoritaire, qui est donc le peuple historique, a été totalement invisibilisé. Et moi, ce qui me gêne presque depuis dimanche soir, moi, c'est l'important, c'est 20h. C'est pas 21h. C'est 20h ce qui est important. L'événement central, c'est le retour du peuple sur la scène de l'histoire et la scène du politique. Ce que vous voulez dire. Là, je me suis arrêté hier à vous expliquer ce qui se passait, en gros, les tambouilles politiciennes qui se déroulait à partir du phénomène du peuple qui est rentré par effraction à 20h. Du phénomène central, qui est le retour du peuple sur la scène politique et sur la scène de l'histoire. Et on n'est qu'au début d'un mouvement. Parce que ça a presque des vertus performatives. Quand votre voisin vote RN, qui vous le dit, quand vous voyez que le village vote RN, que la région, que la sous-préfecture vote RN, eh bien, par agrégation, par cercle concentrique, la masse électorale de ce parti devient de plus en plus efficiente. Frédéric Sinclair, donc on a compris retour du peuple, finalement un peuple rentré par effraction, donc on peut le dire comme ça, en tout cas par surprise, et comme vous l'avez dit en plus par un fait du roi. Est-ce qu'on peut avoir
pour les gens qui pensent au peuple français populaire, est-ce qu'on peut avoir l'espérance d'un renouvellement, d'un véritable renouvellement, ou est-ce qu'il y aura encore ces effets de tambouille, d'arrangement, ces rétropédalages qui feront, et c'est aussi une question que je posais à Jérôme Sainte-Marie hier, qui feront que de la promesse que certains peuvent attendre du Rassemblement national à la pratique, il y aura peut-être un effondrement des espoirs. Vous savez ce que disait Proudhon, il était assez sévère, c'est contre-intuitif, mais vis-à-vis de la masse, du peuple, il disait qu'il ne pense pas, il a la face tournée vers l'arrière. Et on pourrait se dire, mais c'est quand même un peu brutal. Et en réalité, en y réfléchissant depuis un certain nombre d'années, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est assez vrai, pour une raison assez simple, en fait, c'est que il y a une fracture invisible, c'est-à-dire que cette unité, ce peuple rêvé, idéalisé, il n'existe en vérité pas. Il y a pas de continuité entre tous les individus. Il y a une lecture qui est faite par les intellectuels, une classification, la France périphérique face à celle des urbains, les blocs identitaires, voilà. Mais il n'y a pas un peuple qui penserait de la même façon. Manière. Et donc, ce peuple, tel qu'on se le représente, il est traversé continuellement par des dynamiques. Des aspirations. Des aspirations qui sont en réalité celles de l'individu. Et la première, c'est le thumos, c'est la nécessité de la reconnaissance. Et François Bousquet disait à juste titre que cette France qu'on a perdue de vue, qui a été invisibilisée, elle est réapparue à certains moments, au moment de l'enterrement de Johnny Hallyday, elle réapparaît à chaque scrutin de façon de plus en plus massive. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est le RN qui prend le mieux en charge cette France périphérique qui a été invisibilisée pendant assez longtemps et qui trouve à travers Jordan Bardella, à travers Marine Le Pen... Oui, ce que vous pouvez faire avant le Parti communiste. Oui, une voix, exactement, qui à un moment se disait nous les déclassés, on va faire confiance à cette idéologie communiste. Et rappelez-vous 2007, j'étais dans le cabinet de Dominique de Villepin à cette époque-là. Nicolas Sarkozy rencontre Dominique de Villepin dans les jardins de Matignon, et Sarkozy, ça a été retranscrit par Bruno Le Maire dans un de ses bouquins, hein, Sarkozy dit à Villepin, on prend l'électorat du RN, du FN à l'époque, on gagne, on le prend pas, on perd. Il a réussi à le prendre. Oui. C'est-à-dire que c'est l'incarnation de la pensée libérale bourgeoise. C'est la ligne Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy. Ils l'ont pas vu comme ça, les Français, parce qu'il y a eu tromperie, parce que Patrick Buisson a édulcoré. Exactement, il a créé une ligne identitaire en réalité que Nicolas Sarkozy n'a pas été capable d'assumer. C'était le grand. Mais on avait entendu les discours, en effet. Oui. De son quinquennat. Mais en fait, sa fibre, et c'est pour ça qu'il rallie Macron assez facilement, parce qu'en fait, cette fibre libérale, UDF, qui va jusqu'à Macron, elle est très marquée chez Sarkozy. Il a réussi à parler à cette France périphérique et à lui faire croire que l'idéal bourgeois pouvait l'englober. C'est le fameux désir d'union de la bourgeoisie et des classes populaires chez Zemmour. Zemmour est un libéral aussi. C'est un libéral bourgeois, c'est un LR un peu énervé, Zemmour. Et c'est pas un RN. Il n'y a personne qui arrive à rompre aujourd'hui avec le dogme économique libéral. Et donc c'est pour ça que ça pose un problème à tous ces libéraux, la question du pouvoir d'achat, des mesures de la retraite à 60 ans de Marine Le Pen. Parce mais est-ce que justement le RN ne va-t-il pas commencer à faire marche arrière ? On commence à entendre hier Jordan Bardella faire marche arrière sur certaines annonces. Ça, c'est de la politique. C'est dans le cadre des négociations avec. Mais à un moment donné, il peut y avoir des déceptions. Et c'est que sur les retraites, et c'est un ajournement. S'inédié, certes, mais c'est un ajournement néanmoins. Pour autant, je reviens quand même sur cette dimension du peuple et du retour du peuple. Oui. Je m'inscris un tout petit peu en faux par rapport à ce que disait Frédéric. Proudhon, Céline, il y a toute une école qui est assez hostile vis-à-vis de la démocratie et des choix majoritaires. Mais je reste néanmoins, moi, aristotélicien, qui est le premier grand théoricien du politique et qui nous a expliqué magistralement qu'il y a plus de chances qu'une majorité nombreuse ne se trompe pas qu'une poignée d'aristocrates. Donc, et certes, bien sûr, il y a un peuple mythique, il y a un peuple imaginaire, il y a un
un peuple sociologique, il y a un peuple historique. Mais le peuple mythique est important. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un mythe mobilisateur du politique. Oui. On en a besoin de ce peuple. Il y a deux grilles de lecture. Et puis on se construit sur un mythe. Voilà, on se construit. La France est évidemment une construction mythique qui s'inscrit dans la durée. Il y a deux grilles de lecture sur la nature du vote. Soit on adopte la thèse du premier Fourquet, qui est l'archipélisation, bref, une atomisation avec un séparatisme territorial partout, soit on adopte la grille de lecture de Sainte-Marie. Or, quand il y a un tiers de la population française qui vote pour un parti politique, force est de constater que c'est beaucoup plus qu'un archipel, c'est un continent. C'est une masse électorale qui fait corps. Alors certes, on peut penser, moi je l'ai longtemps pensé, je dois dire, très longtemps, qu'elle a été ravagée par la déculturation, c'est-à-dire le phénomène de l'ignorance, la progression de l'insignifiance et la progression de l'ignorance. Ensuite, par une acculturation américaine, au schéma américain. Mais je pense néanmoins qu'un peuple, en l'occurrence le peuple français, qui s'inscrit dans une très très longue histoire, qui remonte à la guerre des Gaules, même avant la guerre des Gaules, qui perdure à travers certains traits. Taine a des pages magistrales, magnifiques, sur le cœur nucléaire de l'esprit français, l'esprit gaulois, qui a traversé donc 2000 ans d'histoire, ne va pas s'évaporer. Ça n'est pas possible. En fait, c'est une inertie, c'est la force d'inertie. Il y a une force d'inertie, il y a une résistance dans la France périphérique, évidemment. C'est quand la France gagne la Coupe du Monde, tout le village est pavoisé avec le drapeau tricolore. L'équipe de France, elle est black, black, black. Oui, bien sûr, certes, évidemment. Mais il n'empêche, c'est l'équipe de France. Donc tout ça, ça fait sens, et ça fait sens collectif. Je crois qu'on ne peut pas l'occulter, on ne peut pas penser que les phénomènes d'individualisation, qui sont réels, la question n'est pas là, d'atomisation, qui sont réels, je le répète, empêchent la coagulation d'un peuple, à travers un programme électoral, à travers le mythe du sauveur, que sais-je, peu importe. Mais je crois que ce peuple fait encore peuple. C'est la leçon de dimanche soir. Il ne s'agit pas d'idéaliser, je ne l'idéalise pas, je ne veux pas l'idéaliser. Simplement, je prends acte qu'il y a 30% des gens, un peu plus, qui ont décidé de faire, c'est même pas du dégagisme, c'est qui ont plébiscité un plan B. Voilà. Alors, ma dernière question, pour vous d'abord François Bousquet et Frédéric Sinclair, ça m'intéresse de vous entendre. Est-ce que ça vous donne de l'espoir justement ? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il peut y avoir un véritable changement et peut-être un retour du peuple ? Mais sans l'espérance, qui est la vertu théologale majeure, beaucoup plus que la foi, beaucoup plus que d'autres, l'espérance est la vertu théologale majeure, et la vertu cardinale majeure est le courage. Donc l'articulation de l'espérance et du courage, cette lame de fond le laisse entendre, augure de lendemain, on ne va pas raser gratis, la question n'est pas là. La déception est un phénomène politique. Mais il y a néanmoins quelque chose de miraculeux dans le phénomène démocratique, qui est là aussi et qui n'est pas abordé. Quand vous votez, vous faites une opération de pensée magique. Voter, c'est de la pensée magique. C'est que vous pensez que votre désir, votre fantasme, votre espérance va se traduire en acte. La plupart du temps, elle ne se traduit pas en acte, j'en conviens. Mais il n'empêche, c'est un acte de foi. Donc oui, il y a un retour de l'espérance politique. Moi, en tout cas, depuis le deuxième tour législatif de 2022, où je le redis, la minorité de blocage, qui était le RN, eh bien le blocage a été levé. Et puis les européennes d'hier soir, où cette dynamique prend de l'ampleur. Le fleuve souterrain s'élargit et devient un fleuve en crue. Frédéric Sinclair, on vous avait entendu à propos de votre livre, L'extrême droite expliquée à Marie Chantal, où vous expliquez que si finalement par la voie politique on n'arrivait pas, enfin du vote, certaines choses n'arrivaient pas, c'est-à-dire le peuple n'arrivait pas à se faire entendre, il fallait savoir prendre d'autres voies. Vous en êtes où du coup dans votre analyse aujourd'hui par rapport à ce qui se passe ? J'ai pas bougé d'un poil, c'est-à-dire que je crois que en 2022, j'ai écrit que c'était Éric Zemmour qui était le candidat naturel de la prise de pouvoir par la force, c'est-à-dire que s'il devait y avoir un moment en guerre civile et qu'il fallait quelqu'un, c'était lui qui s'était inscrit en affirmant que la guerre civile était déjà là. Et donc il fallait y répondre. À ce moment-là, si la guerre civile est là, on n'y répond pas par la démocratie en fondant un parti politique, on y répond par la force. C'est ce qu'a fait Napoléon pour mettre fin à la Révolution française, et c'est ce qu'a fait Charles de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Il a pris le pouvoir véritablement par un coup d'État. Donc, je crois qu'on n'est pas là. Je crois qu'il n'y a pas de guerre civile, et c'est un des accords de fond que j'ai, c'est pas le seul, mais un des accords de fond que j'ai avec Éric Zemmour,
Mon analyse, c'est qu'on est dans une situation d'asphyxie du corps politique et qu'on est dans une situation de chaos civil relatif. Mais que tout ça peut se gérer, la crise des banlieues, par exemple, pour moi, il suffisait de faire de la police. Et d'ailleurs, ils ont fait de la police et ça a fonctionné. Après, il y a un problème de justice, il y a des problèmes à gérer en plus. Mais avec de la bonne police, on a du mal à en faire actuellement, mais avec de la bonne police, on pourrait trouver des solutions. Et avec une politique pénale renouvelée, peut-être l'utilisation ponctuelle de situations d'exception, on pourrait arriver à régler un bon nombre de sujets. Donc là, on est dans une situation, à mon avis, qui est plutôt favorable. Pourquoi ? Parce que globalement, c'était mon livre précédent en fait sur l'impasse libérale, comment sortir de l'impasse libérale, on est véritablement au bout d'un cycle, en Occident, pas seulement en France. En Occident, on est au bout d'un cycle. Le libéralisme anglo-saxon qui est né pendant les Lumières est en train de mourir. Il va falloir trouver une alternative. Les grands blocs civilisationnels qui nous entourent ont déjà leur alternative, soit parce que structurellement ils sont portés par une pensée millénaire, ça peut être religieux, ça peut être autre, soit parce qu'ils sont en train de reconstruire quelque chose, c'est le cas de la Russie, mais il y a une alternative politique qui est en train d'être pensée. L'Occident vit encore sur un mythe du XXe siècle. L'essentiel de nos dirigeants politiques ne sont pas entrés dans le XXIe siècle. Je crois qu'on est en train, en France, d'y entrer doucement. Et donc, il me semble que c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je suis d'accord avec François Bousquet, c'est-à-dire qu'on est au début de quelque chose. Vous disiez tout à l'heure que la journée historique d'hier était historique. Je pense que ça va être historique jusqu'au 7 juillet. Et on est seulement dans la partie acquisition du pouvoir. Ensuite, il va y avoir la partie exercice du pouvoir. Le Rassemblement national, je vous le dis ici tranquillement, le Rassemblement national va échouer dans l'exercice du pouvoir. C'est pas grave, hein, c'est normal. On ne peut pas réussir dans l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir est forcément un échec. On ne peut pas régler les problèmes de tout le monde, c'est pas possible. La question, c'est est-ce qu'on arrive à dépasser les clivages, les blocages, les impossibilités d'hier ? Est-ce qu'on va réussir à dépasser l'incompétence sur certains sujets régaliens économiques d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire globalement de la pensée libérale ? Oui, ça oui. Et c'est pour ça qu'il faut cette alternance-là. C'est pour ça qu'il faut cette alternance, pour qu'on dépasse ces points-là. Et c'est ça, finalement, qui, à mon avis, devrait donner... Moi, je suis un disciple de Machiavel, donc je suis plutôt partisan du pessimisme anthropologique, mais ceux qui ont de l'espoir et qui sont plutôt optimistes, c'est ça qui devrait donner l'espoir. C'est que, politiquement, on articule quelque chose qui va nous sortir d'une longue séquence qui avait besoin de se terminer. Donc, vous croyez aujourd'hui, je reviens à ma question... à une sortie politique plus qu'une sortie par les rues, on va dire. Oui, je pense qu'effectivement, qu'aujourd'hui, on reste dans un cadre démocratique et je m'en félicite. Je suis, moi, un aristocrate en ma façon de penser, c'est-à-dire que je pense qu'en réalité, comme Montesquieu, la solution de la démocratie réside dans un équilibre démocratie-aristocratie. Si ce déséquilibre est mal fait, ça marche plus. Aujourd'hui, on a une forte crise de l'aristocratie. On n'a plus d'élites qui soient véritablement des élites. Et c'est pour ça que la démocratie est malade. Mais globalement, le système politique doit rester démocratique. Et donc, là, c'est ce que ça permet. Et on doit s'en féliciter de ça. Très bien. François Bousquet, vous vouliez ajouter une dernière chose ? Sur la question de la rue. Oui. La rue, elle est monopolisée par la NUPES, par Mélenchon, par LFI, etc. Mais vous avez vu les Gilets jaunes. Non, c'est pas la rue, c'est la route. Hein. C'est une autre sociologie, c'est un autre monde. Hein, c'est intéressant. Chacun son bitume. Chacun son bitume, voilà. D'accord, merci François Bousquet. Merci beaucoup, je rappelle, rédacteur en chef de la revue Léman et directeur des éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup Frédéric Sinclair, écrivain, politiste, ancien conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin et auteur de ce livre L'extrême droite expliquée à Marie Chantal à La Nouvelle Librairie. Merci à tous les deux.